Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre des microbes, unité de l'immunité, un programme de la 3e année collégiale internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, vous savez bien qu'il est déconseillé de boire les eaux non potables, comme l'eau des rivières par exemple. En effet, il faut le porter à ébullition ou bien y ajouter des gouttes de l'eau de Javel si on est obligé à l'utiliser en compagnie par exemple. Et vous savez bien que les aliments abandonnés pendant plusieurs jours, ils pourrissent, et sur lesquels apparaissent des taches de moisissure. Et vous savez aussi que pour conserver les aliments, il faut les mettre dans le réfrigérateur ou bien il faut les emballer. Mais vous savez bien l'importance de l'hygiène pour éviter les maladies contagieuses. Alors pourquoi on prend toutes ces précautions? Vous allez répondre sans doute que peut-être notre milieu ambiant contient des microbes. Alors, quels sont les microbes? Quels sont leurs groupes et quelles sont leurs propriétés? Pour vérifier cette hypothèse et répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, dans cette première activité, on va découvrir les microbes dans l'eau. Observez cette expérience et répondez aux questions suivantes. Décrivez cette expérience. Pourquoi on a utilisé du foin dans cette expérience? Que montre l'observation microscopique d'une goutte de cette infusion? Que concluez-vous donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute comme description de la manipulation, on trempe du foin dans l'eau pendant plusieurs jours. Le foin se désagrègue dans l'eau pour obtenir une infusion semblable à l'eau stagnante, des lacs et des étangs qui contient des substances dissoutes nutritives. Mes chers élèves, l'observation d'une goutte prise de la surface de cette infusion montre des micro-organismes vivants, mobiles, avec des cils vibratoires, et qui sont des parabécées. Leur corps est constitué d'une seule cellule. Ce sont des microbes donc. Mes chers élèves, on conclut donc que certains micro-organismes vivent dans l'eau non potable, mais l'eau potable des robinets est traitée et ne contient pas des microbes. Mes chers élèves, dans cette deuxième activité, on va découvrir les microbes dans l'air. Observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Décrire cette expérience. Comment expliquez-vous l'apparition des moisissures sur ce milieu de culture? Que concluez-vous donc? Vous allez répondre sans doute, on place un liquide nutritif mélangé avec la gélose, appelé agar-agar, dans une boîte de pétri, qui est un récipient en verre utilisé pour les cultures microbiennes. Et puis on expose ce milieu de culture à l'air pendant quelques secondes. Après, on le place dans un autoclave à 25 degrés Celsius pendant quelques jours. Lorsqu'on fait sortir ce milieu de culture, on constate l'apparition des taches de moisissure de diverses couleurs sur sa surface, comme les taches observées sur les aliments putréfiés. L'observation microscopique de ces taches montre qu'elles sont constituées des millions de microbes, de diverses formes, des bâtonnets, des filaments ou des mycéliums. Ces taches sont nommées des colonies microbiennes. Comme interprétation, mes chers élèves, lorsqu'on a exposé ce milieu de culture à l'air, des germes ou des spores des micro-organismes sont tombés de l'air sur ce milieu de culture et chaque germe s'est multiplié pour former une colonie microbienne observable à l'œil nu. Donc, comme conclusion, mes chers élèves, il y a des microbes dans l'air sous forme de germes. C'est eux qui sont responsables de la pourriture des aliments. Mes chers élèves, c'est le scientifique français Louis Pasteur, 1822-1895, qui a découvert l'existence des microbes dans notre milieu ambiant, dans l'air, dans le sol, sur les aliments et dans l'eau, et même à l'intérieur des êtres vivants. Les microbes sont partout. Avec cette découverte, Louis Pasteur a réfuté la doctrine de la génération spontanée. Et maintenant, mes chers élèves, on va découvrir les groupes ou les classes des micro-organismes. Observez cette animation et citez les divers groupes des micro-organismes selon leur structure cellulaire et biologique. Vous allez répondre sans doute, on classe les micro-organismes en 4 groupes. Les protozoaires sont des micro-organismes unicellulaires à noyau parfait, vivant dans les eaux, mobiles avec des cils, des flagelles ou des pseudopodes, comme les paramécèles, les euglanes et les amibes. Les bactéries
sont des micro-organismes unicellulaires, sans noyau, de diverses formes de bacilles comme le bacille lactique ou le bacille tétanique, formes de coques comme les pneumocoques et les staphylocoques, de forme spirale, etc. Les champignons microscopiques, ce sont des plantes sous forme de filaments au mycélium, comme les moisissures des aliments et des levures. Les virus sont des entités non cellulaires ultramicroscopiques pathogènes, comme les virus de la grippe et le virus du sida. Mes chers élèves, les microbes sont classés aussi selon leur relation avec l'homme, en microbes utiles pour l'homme et en microbes pathogènes et qui déclenchent des maladies. Les microbes utiles sont des microbes utilisés par l'homme dans divers domaines, notamment le domaine pharmaceutique, comme le pénicillium qui est un champignon microscopique produisant la pénicilline, qui est un antibiotique. Dans le domaine culinaire, on utilise les levures, en particulier la levure de pain, utilisable dans la préparation du pain, et d'autres levures de fermentation, dans la préparation des boissons alcooliques, des fromages et des yaourts. Le domaine agraire, comme le rhizobium, il s'agit d'une bactérie qui vit dans les racines des légumineuses et qui fixe l'azote atmosphérique et le transforme en nitrate ou sel d'azote qui fertilise le sol. Dans le domaine environnemental, on utilise des bactéries pour la destruction des substances organiques dans les eaux usées traitées dans les stations d'épurage de l'eau domestique. Et maintenant, on va découvrir quelques exemples de microbes pathogènes. Il s'agit de microbes qui induisent des maladies lorsqu'ils infectent le corps humain. On cite le virus grippal, le virus du sida, le bacille tétanique, responsable du tétanos, le bacille de la tuberculose, les méningocoques, responsables de la méningite. Mes chers élèves, et maintenant dans cette activité, on va découvrir les propriétés pathogéniques et les armes des microbes pathogènes. Observez ce diagramme et répondez aux questions suivantes. Donnez un titre à ce diagramme. Qu'est-ce qu'un milieu non renouvelable? Analysez et interprétez ce diagramme. Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que ce diagramme illustre l'évolution du nombre de bactéries par million dans un milieu non renouvelable durant le temps par heure. Mes chers élèves, en ce qui concerne le milieu non renouvelable, il s'agit d'un milieu de culture, alors que les milieux renouvelables sont les corps des êtres vivants, comme le corps humain par exemple, et qui constitue un milieu propice au développement des microbes, vu qu'il favorise les conditions du développement des microbes. En ce qui concerne l'évolution du nombre de bactéries, il y a deux phases. Dans la première phase, du début de la culture jusqu'à 2 heures, on remarque que le nombre de bactéries augmente avec une très grande vitesse. Et puis, la phase de diminution où le nombre de bactéries diminue. Comme interprétation, la phase de l'augmentation est due à la multiplication des bactéries. En effet, le nombre de bactéries se dédouble tous les 20 minutes. Il s'agit de la multiplication rapide, car le milieu offre les conditions nutritives à la multiplication bactérienne. Une fois le milieu a été épuisé, on constate un ralentissement puis une diminution des bactéries. En effet, ces derniers se transforment en spores de résistance aux conditions de vie non favorables. Comme conclusion, les microbes sont néfastes par leur multiplication. En effet, lorsqu'ils infectent le corps humain, ils se multiplient rapidement par division, comme le montre cette animation. Et maintenant, on va découvrir les types de multiplication chez les microbes. Observez cette animation et décrire comment se multiplient les bactéries, les levures, les champignons microscopiques et les virus. Vous allez répondre que les bactéries se multiplient par reproduction ou division ou scission. Les levures se multiplient par bourgeonnement. Les champignons microscopiques se multiplient et se disséminent par sporulation. Les virus sont des parasites obligatoires. En effet, ils attaquent et pénètrent dans des cellules cibles, dites cellules hôtes, à l'intérieur desquelles ils se multiplient et détruisent la cellule hôte, en libérant plusieurs virus qui attaquent d'autres cellules cibles. Et maintenant, dans cette activité, on va découvrir les propriétés pathogéniques du bacille tétanique. Observez cette expérience et répondez aux questions suivantes. Décrire cette expérience. Comment expliquer la mort de la souris 1 et de la souris 2? Que concluez-vous donc de cette expérience?
Vous allez répondre sans doute, on injecte pour la souris 1 un liquide contenant les bacilles tétaniques. Elle meurt atteinte par le tétanos. Et puis on filtre ce milieu pour obtenir un filtrat qui ne contient pas le germe de bacille tétanique. Et on injecte ce filtrat à une deuxième souris. On constate la mort de cette deuxième souris atteinte par le tétanos. Comme interprétation de la mort de la souris 2, le filtre injecté contient une toxine qui a été sécrétée par le bacille tétanique. Donc, en conclusion, les bacilles tétaniques et d'autres microbes comme les bacilles botuliques et la diphtérie agissent sur le corps humain par l'excrétion des toxines. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir comment l'homme peut être infecté par le bacille tétanique. Dans le sol et sur les métaux rouillés se trouvent des spores des bacilles tétaniques. Ces bacilles sont anaérobiques. Ils infectent le corps humain par des blessures avec un instrument souillé par ces spores. Ces bactéries se multiplient dans le fond de la plaie, à l'abri de l'air. Ils ne se propagent pas dans le sang, car le sang contient du dioxygène. Et eux sont des microbes anaérobiques. Mais ils sécrètent la toxine tétanique dans le sang, et qui agit sur l'appareil nerveux et l'appareil musculatoire, induisant les symptômes de solidification des muscles et la mort par asphyxie. Et maintenant, on va découvrir comment agissent les pneumocoques responsables de la pneumonite, qui est une maladie pulmonaire. Mes chers élèves, observez cette expérience et répondez aux questions suivantes. Sous quelle forme se trouvent les pneumocoques dans la nature? Décrivez cette expérience. Comment interpréter ces résultats? Vous allez répondre sans doute que les pneumocoques se trouvent dans la nature sous deux formes. Les formes sont capsules et les pneumocoques avec des capsules, qui est une enveloppe supplémentaire qui les entoure. Pour les expériences, on injecte les pneumocoques avec capsule à la souris 1 et les pneumocoques sans capsule à la souris 2. On constate la mort de la souris 1 atteinte de la pneumonite, alors que la souris 2 n'est pas atteinte par cette maladie et reste vivante. Donc, comme conclusion, certaines bactéries, leurs propriétés pathogéniques résident dans la possession d'une capsule virulente. Et maintenant, dans cette activité, on va découvrir une autre propriété pathogénique des microbes. Mes chers élèves, vous savez bien qu'il faut vacciner chaque année contre la grippe et que certains microbes deviennent résistants aux antibiotiques avec le temps, du fait que les microbes évoluent rapidement pour devenir résistants aux antibiotiques et aux vaccins. C'est l'évolution rapide des microbes. Mes chers élèves, comme récapitulation, les microbes, ce sont des micro-organismes vivant dans notre milieu ambiant, qui sont les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. Certains d'entre eux sont utiles pour l'homme dans divers domaines, d'autres sont pathogènes lorsqu'ils pénètrent dans le corps humain. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Dans la séance prochaine, on va découvrir quels sont les moyens de défense du corps humain contre les microbes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.